Et l'invitée ce matin, Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. La transparence, Caroline Cayeux, les affaires, la retraite à 65 ans, les menaces de coupure de courant cet hiver, l'Assemblée parfois inflammable, le retour du Covid et des nouvelles aussi du Parti Socialiste. Quelques-unes des questions que nous allons aborder. Commençons, si vous le voulez bien, Valérie Rabault, par la justice qui se saisit des soupçons de fraude fiscale et d'évaluation mensongère de la part de Caroline Cayeux. Quel est votre regard, votre position sur cette histoire et puis l'affaire même d'une façon plus générale aussi de la transparence en politique? La haute autorité pour la vie publique, elle s'impose à tout le monde. Ministre, député, maire, hauts fonctionnaires, et donc elle a fait son travail. Moi, je ne connais pas du tout les dessous de son enquête, de son évaluation. J'observe que la ministre a démissionné, qu'il y a le parquet s'est saisi. Bon, écoutez, on verra bien ce qui en ressortira. Il ne faut pas confondre les juges font leur travail de juge et les députés, font leur travail de député. Oui, c'est vrai. Tout cela aussi quand même, mais pour le grand public, parce que c'est sur fond d'affaires. On a appris hier que Alexis Collère, bras droit du président, était mis en examen pour prise illégale d'intérêt concernant le dossier de l'armateur MSC. Il y a l'affaire évidemment de McKinsey avec le surfond d'enquête du PNF. Ça fait beaucoup, quoi. Non, mais c'est pas une bonne ambiance. On est d'accord. Voilà, non, mais on est d'accord. Après, les règles, elles sont très claires sur effectivement quand on occupe une fonction publique, ce qu'on peut faire, pas faire. Donc la justice s'est saisie et c'est à elle de donner son avis, son verdict. Voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Oui, c'est ça. Mais ça renforce quand même cette atmosphère qui est un peu étrange et qui se ressent à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous sentez en fait beaucoup plus de tension? Oui, probablement, mais comment ça peut aboutir et avancer? Oui, mais ça n'a rien à voir avec Non, mais bien sûr. Voilà, non, mais parce qui pourrait être des affaires. Aujourd'hui, on est dans une configuration inédite à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Alors vous allez me dire, oui, il y a eu des cohabitations. Mais quand il y avait des cohabitations, il y avait une majorité absolue. La majorité n'était pas celle du président de la République, mais il y avait bel et bien une majorité qui existait. Et là, c'est une configuration, je ne sais pas si on s'en rend compte, depuis 1958, c'est inédit. Ce qui, évidemment, reflète la société française, c'est-à-dire dans sa diversité, le fait qu'elle est sans doute plus éclatée qu'auparavant. Ce qui est une bonne chose, quoi, non? D'être le reflet. Qu'elle reflète la société française, c'est une bonne chose. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est que les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Assemblée nationale, elles ne fonctionnent pas s'il n'y a pas de majorité absolue. On s'en rend compte tous les jours. Donc, est-ce qu'il faudra qu'il y ait une évolution? La question va se poser. Est-ce que dans d'autres configurations d'élections, on se retrouvera à nouveau dans une situation où il n'y a pas de majorité absolue? Moi, je le pense. Et donc, ce qui suppose qu'il y ait sans doute une évolution, y compris dans la prise de décision. Parce que, honnêtement, avoir un 49-3 à chaque texte budgétaire, ça pose une vraie question démocratique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même que depuis, sur ce budget, pas celui de la sécurité sociale, mais sur le budget, il y a 26 articles de loi sur les recettes. On en a vu 5. 5 sur 26, ce qui est rien. Et sur les crédits, c'est-à-dire les crédits du ministère de l'Agriculture, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, on en a vu 5 sur 46. Donc ça veut dire que, en fait, l'Assemblée nationale, qui est le reflet démocratique de la situation du pays, ne prend plus aucune décision budgétaire. Et bien ça, c'est très grave. Donc notre système, quelque part, est un peu à bout de souffle. Je pense qu'il est à bout de souffle, oui. Alors quelle évolution il peut y avoir? Soit on fait le constat que pour l'instant il n'y aura pas de majorité absolue dans notre pays. Il faut qu'on se donne des règles en disant si on vote pas le budget, qu'est-ce qu'on met à la place? Ce qui se fait dans par exemple les démocraties scandinaves. Si vous n'êtes pas d'accord avec la majorité, il faut que vous présentiez un budget alternatif qui soit un peu crédible, parce que effectivement, si vous mettez tout en disant je dépense sans compter, ou je dépense sans avoir un peu une règle de dire il faut quand même que j'ajuste mes dépenses et mes recettes, tout le monde peut le faire. Oui, c'est ça. D'un mot aussi, parce que je sais que la présidente a convoqué hier un bureau sur le travail des députés. Certains seraient proches du burn-out, travailleraient trop. Quel est votre sentiment là-dessus? D'abord, je ne crois pas que les députés travaillent trop. Certains le disent. Oui, non, mais peut-être ils ont le droit de le dire. Moi, je vous donne mon avis. Vous êtes Par contre, ce que je crois, ce qui est
fatigant, ou je ne sais pas comment il faut le dire, c'est le fait qu'il n'y ait pas de visibilité sur un peu l'organisation du calendrier. Moi, je suis dans une circonscription qui a 700 km de Paris. Donc, vous ne rejoignez pas Paris comme ça en claquant des doigts, c'est pas vrai. Et donc, effectivement, avoir beaucoup plus de prévisibilité, ce qui se fait dans d'autres parlements, me paraîtrait de bonne Donc il faut réorganiser les choses. C'est un peu d'organisation. Oui, voilà. Un peu d'organisation. Bon, c'est quand même utile. La retraite à 65 ans, ça se précise du côté du gouvernement, visiblement. Il y a eu les dernières déclarations. Finalement, ça devait être discuté début de l'année. Ça va être avancé là, mi-décembre. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous vous y opposerez? Alors, oui aux 65 ans, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est une réforme qui n'est pas utile, qui pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt sont souvent celles et ceux qui gagnent le moins. Et donc, c'est un peu la double peine pour eux. Donc vous dites non à 65 ans. Je dis non à 65 ans. Ah oui, parce que vous avez dit oui. Non, je dis non à 65 ans, je le redis. Je dis non à 65 ans parce que ça pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont souvent l'espérance de vie la moins élevée et les revenus les moins élevés. Le gouvernement cherche des recettes, il a d'autres moyens de le faire que le faire sur le dos des retraites. Quel moyen? Eh bien, il peut remettre l'ISF. La taxe sur les super profits qui a été mise dans la plupart des pays européens peut parfaitement être mise en France. Et comme l'a dit l'Institut des politiques publiques, ça ne rapporterait pas 200 millions d'euros comme le prétend le gouvernement, mais plutôt autour de 6 à 7 milliards d'euros. Donc il retrouve les recettes qu'il veut récupérer sur les retraites, il peut les retrouver ailleurs. Mais vous n'êtes pas pour un retour à 60 ans, comme le veulent certains de l'ANUPS. Mais moi, je suis pour que je veux bien qu'on regarde tous les scénarios, mais reporter l'âge à 65 ans, c'est non. C'est non parce que c'est très injuste. En revanche, si vous voulez regarder ce qui avait été fait, je rappelle que tous les quinquennats ont fait des réformes des retraites, sauf le précédent d'Emmanuel Macron. Quand Nicolas Sarkozy a fait sa réforme des retraites, il a augmenté à la fois le report de l'âge légal de la retraite et la durée de cotisation. Sous Hollande, il y a eu un report de durée de cotisation, ce qui n'est pas tout à fait pareil que reporter l'âge légal de la retraite, parce que quand vous avez commencé à travailler à 19 ans, c'est pas la même chose qu'avoir commencé à travailler à 25 ans. On va revenir sur l'ANUPS dans un instant, Valérie Rabault. Juste avant ça aussi, sur l'hiver, qui s'annonce un peu tendu. Il pourrait y avoir des délestages, des coupures de courant. C'est ce qui a été annoncé en fait hier. Est-ce que vous faites confiance aujourd'hui au gouvernement pour anticiper quand même la situation? Pas trop. Pas trop? Non. Moi, je trouve que sur cette gestion de l'énergie et de la question, je pense que c'est le seul sujet. Je pense que plutôt que d'ouvrir un débat sur les retraites, le seul sujet devrait être l'énergie. Parce que là, on va voir l'immigration, les retraites à l'Assemblée. D'accord, mais l'urgence d'aujourd'hui, c'est l'énergie. Je vais vous prendre un exemple. En Tarn-et-Garonne, dans ma circonscription, il y a un boulanger dont la facture d'électricité va passer de 1 500 euros par mois à 4 500 euros. Parce qu'il n'a pas le tarif réglementé, tout simplement parce qu'il a besoin d'avoir un four qui a une puissance supérieure à celle qui est permise par entendu les bouchers charcutiers qui sont reçus aujourd'hui à Bercy. Exactement. Donc, non, mais ça, c'est une vraie réalité. Quand vous passez de 1 500 à 4 500, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le prix de la baguette de manière conséquente, vous fermez. Enfin, il y a des vraies questions qui se posent. C'est la seule. Vraiment. Alors, il y a des boucliers là qui sont mis en place. Oui, le bouclier, vous avez vu le tarif? Vous savez, moi j'ai une centrale nucléaire chez moi, l'électricité elle sort à 47 € le mégawattheure quand elle est produite. Vous savez ce qu'on va dire aux boulangers aujourd'hui? On va leur dire, le bouclier, ça sera au-dessus de 325 € le mégawattheure. Il pourrait être descendu à 180 en fait. Écoutez, pour l'instant, mais ça, ce sont les vrais sujets. Plutôt que d'aller d'ouvrir d'autres chantiers qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires. L'urgence, c'est l'énergie. L'urgence, c'est de passer son temps à Bruxelles. De vraiment faire le sitting et de dire il faut découpler le prix du gaz et de l'électricité. On ne peut pas continuer à avoir un prix de l'électricité qui soit indexé sur celui du gaz. C'est ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal au mois de mai dernier. Et là, vous avez l'impression que le gouvernement n'agit pas suffisamment face à cette situation. Alors que le gouvernement nous dit à chaque fois qu'ils sortent des aides, le bouclier... Mais sortir des aides, c'est de l'argent public que vous mettez pour compenser un prix de l'électricité qui est délirant, alors que vous pourriez faire en sorte que ce prix de l'électricité ne soit pas aussi délirant. Donc ce sujet doit être d'urgence en fait sur la table. Le ministre de l'énergie devrait passer son temps à Bruxelles à négocier sur cette question-là et rien d'autre. Oui, et on a réouvert la centrale à charbon de Saint-Avold, bien sûr. Oui, non, mais c'est un non-sens. Tout ça, c'est un non-sens écologique. Parce qu'il n'y a pas de programmation. Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu des erreurs qui ont été commises à l'époque de François Hollande en fait sur le programme nucléaire. Justement, on dit que nos centrales n'ont pas été bien entretenues. C'est l'ADEME qui le dit en fait directement. L'ADEME, elle a raison de le dire. Sauf que
François Hollande, il n'était pas au gouvernement de 2017 à 2022. Oui. En 5 ans, vous en faites des choses. Oui. Et en 5 ans, vous en faites des choses. C'est toujours facile d'aller retourner, de retrouver les années. Il y a eu des erreurs de commises à l'époque aussi de François Hollande par rapport en fait à la politique nucléaire. Non mais Valérie l'énergie, c'est la base de tout. Sans énergie, vous ne faites rien. Vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas vivre. Donc, c'est vraiment, il faut la sanctuariser absolument. Et quand vous voyez que sur les 27 pays de l'Union européenne, nous sommes le seul à ne pas avoir atteint nos objectifs d'énergie renouvelable. Le seul. Ce qui est quand même ahurissant. Oui. Valérie Rabault, vous êtes députée PS du Tarn-et-Garonne, et donc il y a l'avenir du PS. Il va y avoir le congrès qui approche. 3 candidats seraient sur les rangs. Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen. Vous êtes derrière Nicolas Mayer-Rossignol, c'est ça? Moi, je n'ai signé aucun texte pour l'instant. Aucun texte? Pour l'instant. Pour l'instant. Mais alors, vous allez... Parce que je considère que... J'ai une vision aujourd'hui peut-être. Je considère que les partis politiques ne sont plus ceux qui permettent la création d'idées. Ouais. C'est vrai pour le Parti socialiste, mais c'est vrai pour d'autres partis. Je souhaite que ce congrès ne soit pas qu'un congrès pro-NUP ou anti-NUP, parce qu'il y a des sujets à trancher. Est-ce que on est pour une croissance durable ou pour la décroissance? Moi, je suis pour la croissance durable et je suis contre la décroissance. Comment on se positionne? Est-ce que on affirme la raison face au populisme? Est-ce qu'on remet véritablement les valeurs de la République? Ce sont des questions importantes à trancher pour tracer le cap d'une société. Mais est-ce que, parce qu'on a vu une tribune que vous avez co-signée il y a quelques jours dans le JDD, notamment avec Carole Delga de la région Occitanie, vous seriez prêt même, si vous n'étiez pas suivi, à quitter le Parti socialiste? Par rapport en fait à ces idées, des valeurs que vous mettez en évidence. Alors la réponse est non. Je n'ai pas du tout l'intention de quitter le Parti socialiste. En revanche, je pense que maintenant les cercles de réflexion se font en dehors des partis. Que les partis ont loupé le coche d'être ce pôle d'irrigation d'idées, d'invention de ce que doit être le nouveau cap de la société. Je pense qu'ils ont manqué à leur mission là-dessus. Ils sont utiles sur les financements des partis politiques, ils sont utiles sur les financements des campagnes. Pour le reste, se passer de parti ici, c'est bien ce que je vous dis, on ne s'en passe pas sur ce volet-là. En revanche, tout ce qui est création d'idées, qui est de nouvelles idées, malheureusement, c'est pas dans les partis que ça se fait. Alors, ça se trouve où, alors, justement, les nouvelles idées? C'est des cercles de réflexion qui peuvent exister, c'est la manière de façonner de nouvelles idées peut se passer sur... dans le fond, ils ne sont plus le réceptacle de dire on discute avec des intellectuels, on a la capacité d'avoir un véritable échange avec les associations, avec la société. Malheureusement, ça ne se passe plus dans les partis politiques. Valérie Rabault, est-ce qu'il faut prendre ses distances avec la NUPS? Hier, on a vu, vous avez la NUPS honteuse, que le titrait le Parisien. Oui, j'ai vu ça aussi. Moi, j'ai l'union heureuse. L'union de la gauche heureuse. Mais l'union, ça ne veut pas dire que vous êtes dissous et que vous perdez votre identité. Donc j'ai toujours été, et vous pouvez en témoigner à ce micro, j'ai toujours témoigné pour l'union, donc l'union heureuse, mais pas la dissolution de ce qu'on est dans sinon ça veut dire on fait un parti unique. Et chacun a sa propre identité qui doit être respectée. Merci Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.